eux, vont être importants dans la motricité, notamment automatique. On va le voir tout à l'heure. Tout d'abord, on va reprendre des définitions. Ces noyaux gris, les ganglions de la base, basal ganglia dans la littérature anglo-saxonne, ganglion de la base, basal ganglia, eh bien, on va les séparer sous la forme de ces masses grises qu'on appelle striatomes. On définit dans le striatome une partie qui est très ancienne et qui est l'archéostriatome. L'archéostriatome, on n'en parle plus, ça va être l'amygdale. Donc l'amygdale, moi, je vous en reparlerai dans le système limbique. Donc je laisse tomber. Ensuite, on va voir le paléostriatome. Le paléostriatome, c'est le globus pallidum, globus pallidus, interne et externe. Donc, vous savez où c'est en vert ici. J'ai l'interne et l'externe. Et vous savez qu'il est d'origine diencéphalique. Enfin, vous avez le néostriatome. Ça, c'est la partie la plus récente, en marron. Et vous savez que c'est le noyau codé et le putamen, en marron ici, qui avaient la même origine embryologique et qui se sont séparés parce que la capsule interne, en fait, je suis en gros, alors attendez, la capsule interne s'est formée et a scindé, en fait, le néostriatome en deux parties, en dedans le noyau codé qui suit le ventricule, et en dehors le putamen qui suit personne, parce que le putamen est sur l'axe de rotation de l'hémisphère, et donc il a une forme banale, enfin c'est la base de la pyramide, noyau lenticulaire. Bon, voilà. Alors, je rappelle donc que le noyau lenticulaire, il est à cheval entre du néostriatome, le putamen, et du paléostriatome, le globus pallidus. C'est l'ensemble des deux, le néo et le paléo, qui forment ici le noyau lenticulaire. D'accord? Voilà pour les définitions. Bon. C'est les retardataires, ils passent pas inaperçus, les pauvres. Alors voilà, nous, dans le synoptique général, le premier cours a étudié la voie corticospinale, corticonucléaire. Le deuxième cours a étudié les relations du cervelet et de la moelle, du cervelet du noyau vestibulaire et du cervelet et du cortex. Et le dernier cours étudie ici le rôle des noyaux gris, qui sous-tend l'activité, en fait, du cortex cérébral. Alors là, je vais passer assez vite parce que vous connaissez très bien la morphologie de tout ça. On va parler du noyau codé. Quelles sont les structures en jeu dans le néostriatome? Le néostriatome, eh bien, c'est le noyau codé. Vous rappelez que le noyau codé en orange a une tête volumineuse, un corps, une queue, il y a une forme codée, et le noyau codé longe le ventricule latéral. D'accord? Toujours. Vous vous rappelez que le noyau codé, il est sur le thalamus. En bleu, ici, le thalamus. Et le noyau codé, il passe par-dessus. Il est sur la face dorsale. Le noyau lenticulaire, là c'est pareil, je fais vite. Vous vous rappelez que le noyau lenticulaire, c'est putamen plus globus pallidus. Et séparé, donc voilà, par une petite lame blanche. Bon, donc on va passer sur tout ça, vous connaissez parfaitement. Par contre, je rappelle qu'on va être obligé de parler de deux noyaux qui vont intervenir dans les boucles de régulation. Et là, c'est important, c'est la maladie de Parkinson, là, en plus. C'est le locus niger, d'abord. Et vous voyez que le locus niger, on l'avait déjà dessiné correctement avant, en disant que ce locus niger a deux parties. Une partie qu'on va appeler réticulaire, reticulata, pars reticulata, la partie réticulaire. Et cette partie réticulaire, elle est GABAergique, donc ça c'est tout à fait important. Et on va la rapprocher énormément sur le plan fonctionnel au globus pallidus interne, GPI. Globus pallidus interne, GPI. Par contre, l'autre partie du locus niger, qu'on appelle la partie compacte, pars compacta, la partie compacte, C comme compact, elle est très importante puisque les neurones qui la constituent sont des neurones dopaminergiques qui fonctionnent à la dopamine. Or, c'est la disparition de ces neurones dopaminergiques qui entraîne en réalité la maladie de Parkinson. Donc, une partie GABA
la partie réticulaire, une partie dopaminergique, la partie compacte, et on va en avoir besoin, bien sûr, tout à l'heure. Un autre noyau qui, comme le locus niger, est un noyau mésencéphalique. Hein, le locus niger était mésencéphalique. Eh bien, un autre noyau un autre noyau qui n'est pas mésencéphalique, justement, c'est un noyau diencéphalique maintenant, le noyau sous-thalamique. Alors c'est un noyau diencéphalique. Vous vous rappelez, on avait défini dans le troisième ventricule, dans le diencéphale, on avait défini thalamus, hypothalamus, sous-thalamus. Donc c'est bien dans le sous-thalamus qu'on va retrouver le noyau sous-thalamique. Regardez, la coupe anatomique nous montre le pont en coupe coronale, nous montre dans le mésencéphale, tout en bas, le locus niger, et flèche bleue, au-dessus, le noyau sous-thalamique. Au-dessus, hein, et en dessous du thalamus, évidemment, le noyau sous-thalamique. C'est un peu comme un guidon de vélo avec le frein. Hein, on a le locus niger dans ces coupes-là, on a en dessous le locus niger, et au-dessus, on voit le noyau sous-thalamique. Les séquences IRM pondérées en T2, bon là c'est une séquence un peu particulière, nous montrent très bien cette anatomie, les deux niveaux, hein, le noyau sous-thalamique et le noyau, le locus niger, qu'on voit en dessous. Voilà, le locus niger qu'on voit en dessous. Eh bien, c'est important puisque dans le traitement de la maladie de Parkinson, certains cas uniquement évidemment, des cas très graves qui ne répondent pas au traitement ou ne répondent plus au traitement, on est amené actuellement à implanter des électrodes intracérébrales qui vont stimuler cette région, en fait pour l'inhiber, mais vous savez, ça dépend des modalités de stimulation, la fréquence, l'amplitude, etc. Soit ça excite, soit ça inhibe, ça dépend donc de ces modalités électriques. Eh bien, on implante à demeure des électrodes dans ces deux noyaux sous-thalamiques, une électrode comme ça et une électrode comme ça, qui traversent tout le cerveau. On implante un stimulateur sous la peau, et à ce moment-là, on a un effet extrêmement puissant de cette inhibition. Je vais vous en parler tout à l'heure. Le noyau sous-thalamique est un noyau excitateur glutamatergique, et ça aussi c'est excessivement important. Enfin, dernière chose, concernant le striatum, c'est-à-dire le noyau codé et le putamène. En fait, nous aujourd'hui, on va parler que de la partie supérieure, dorsale. Mais en fait, il y a une partie inférieure, ventrale, et cette partie ventrale, c'est le nucléus accumbens. Cette partie ventrale, on en aura besoin quand on va travailler sur le système limbique, plus tard. Donc aujourd'hui, je ne regarde que le striatum dorsal, c'est-à-dire le noyau codé et le putamène, tout simplement. Voilà. Alors l'imagerie, bon, vous connaissez, donc je ne vais pas refaire. On a fait toutes les coupes, donc là on n'a pas trop le temps. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a comme neurones dans ces noyaux gris. Parce que c'est important pour comprendre le fonctionnement. Il y a deux types de neurones dans le striatum. Ici, on est toujours dans le néostriatum, c'est-à-dire dans le noyau codé et dans le putamène. Il y a deux types de neurones. Les neurones qui vont se projeter plus loin sur un autre noyau, qu'on appelle les neurones de projection. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces structures, elles sont GABAergiques. Elles sont inhibitrices, toutes GABAergiques. Il n'y aura que le noyau sous-thalamique qui est excitateur. Toutes les autres sont inhibitrices, GABA. En fait, c'est un petit peu plus compliqué, dans la mesure où, avec le GABA, vous avez une autre substance qui est colocalisée, un neuropeptide qui est colocalisé, et qui peut être l'encéphaline, la dynorphine, bon, peu importe. Vous avez donc un neuromédiateur qui est un neuropeptide qui est colocalisé. Et en fait, il y aura plusieurs voies parallèles, qui sont un peu différentes, donc, biochimiquement. Voilà. Alors ça, ce sont les neurones de projection, tous inhibiteurs avec des variantes de neuropeptides colocalisés. Par contre, à l'intérieur du noyau codé, du putamène, il y a des interneurones. Or, ces interneurones, eux, ils sont cholinergiques pour la plupart.
Et ça, c'est très intéressant, parce que dans la maladie de Parkinson, il y aura bien sûr toujours autant d'interneurones, il y a moins de dopamine, mais il y a toujours autant d'interneurones cholinergiques, donc il y a une hypercholinergie relative. C'est pour ça que pour certains patients, on peut être amené de prescrire des anticholinergiques qui vont bloquer ce déséquilibre. Il y a trop d'acétylcholine par rapport à la dopamine qui, elle, a chuté, s'est effondrée. Hein, une hypercholinergie relative, simplement. Parce qu'il y a des interneurones cholinergiques à l'intérieur de ces noyaux. Alors, bien sûr, il y a aussi des interneurones GABA, évidemment. Alors, ensuite, on a essayé de regarder, justement, les caractéristiques biochimiques de ces noyaux. Alors, par exemple, si on fait un marquage à l'acétylcholinestérase, hein, eh bien, on va voir que le marquage, la réactivité, n'est pas homogène. Et on va trouver des zones où c'est beaucoup moins marqué, où l'activité acétylcholinestérasique est plus faible. Donc il y a une hétérogénéité sur le plan de l'acétylcholine, hein, il y a une hétérogénéité dans le noyau codé et dans le putamène. Ce qui a permis de définir un fond, qu'on appelle la matrice, un fond très cholinergique, la matrice, et puis des petits îlots qui le sont moins, qu'on va appeler les striosomes. Du coup, les gens, dans les labos, ont fait des recherches et ont montré que les connexions de la matrice ne sont pas les mêmes que les connexions des striosomes. Donc ça indique que les connexions des noyaux gris, de manière globale, sont massivement parallèles. Hein, il y a des infos qui vont passer par les striosomes, hein, et d'autres, pas les mêmes, qui vont passer par la matrice. Donc déjà, il y a un traitement parallèle des informations. Hein, qui viennent du cortex, qui retournent au cortex d'ailleurs, évidemment, parce que c'est le rôle en fait. Hein. Cortex, on l'a vu tout à l'heure, cortex, noyau et retour au cortex, via le thalamus évidemment, puisque c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Bon, voilà. Donc au total, une situation assez complexe, avec de multiples canaux qui viennent du cortex, qui traversent ces noyaux gris en parallèle, et qui vont remonter au cortex par le biais du thalamus. Alors, on va voir ces connexions. Ce sont ces boucles cortex, noyau gris, cortex. Donc, on va bien placer le dessin. Et le mieux, effectivement, c'est d'avoir ces schémas. Donc, vous les avez effectivement, parce que le schéma général, attention, il y en a plusieurs, hein, je pense que c'est à page 66, c'est ça. Donc, le schéma général, lui, c'est quand tout marche. Et après, j'avais décliné dans le cas du Parkinson, dans le cas du balisme, etc. Regardons le schéma général. Tout là-haut, j'ai mon cortex cérébral avec les aires motrices et prémotrices. Le cortex cérébral. En dessous, j'ai mis ici putamène noyau codé, c'est-à-dire le néostriatum. Hein. Ça, c'est le néostriatum, bien sûr. Donc en rouge, j'ai mis toutes les neurones GABAergiques, les neurones inhibiteurs. Ils sont en rouge. L'intensité, la largeur indiquant de combien ils inhibaient. Parce que si eux-mêmes ils sont inhibés, ben, ils vont inhiber moins, évidemment. En vert, j'ai mis tout ce qui excite. Ensuite, j'ai séparé le globus pallidus, puisque GPE, c'est le GP externe, un globus pallidus externe. Hein, je l'ai séparé du globus pallidus interne. Car on va voir que ce globus pallidus interne, tout en bas, c'est en quelque sorte le système de sortie des noyaux gris. Hein, c'est un peu le gicleur du système. Mais avec lui, vous avez ici en même temps la partie réticulaire du locus niger. Donc locus niger, partie réticulaire, qui a la même fonction et les mêmes connexions approximativement. Hein, voilà. Bon. Et puis, ensuite, j'ai mis la cible de tout ce système qui est le thalamus. Le thalamus, vous savez que le thalamus, c'est un complexe nucléaire, et parmi les noyaux thalamiques, il y en a un qui est important, qui est le VLA, hein, le ventrolatéral, donc qui reçoit ces connexions. Alors, pour vous, ce qui est essentiel, c'est de vous rappeler que le thalamus est le dernier relais avant le cortex cérébral. Tout ce qui arrive au cortex cérébral, habituellement, passe par le thalamus. Donc, des fibres thalamo-corticales. Donc, il y a des millions de fibres thalamo-corticales qui viennent soutenir l'activité du cortex cérébral.
un tonus thalamo-cortical. Ça, c'est très important. C'est la flèche verte qui part du thalamus et qui est en train d'influencer toute cette activité corticale ici, voilà. Et tout le jeu de ces noyaux, c'est dire, voilà, je vais essayer de contrôler mon thalamus. Je prends un thalamus tout seul, je mets une électrode dedans, on entend, ça crépite. Parce que ces noyaux ont une activité spontanée. Le problème, ça va être de savoir de combien je module l'activité spontanée. Ou bien j'ai mon noyau qui crache tout seul sans contrôle et boum, ça s'emballe. Vous allez voir que c'est toutes les maladies avec les mouvements anormaux ou les grands mouvements baliques dont je vous ai déjà parlé, ou les syndromes Corée, on verra ça. Soit au contraire, je bloque mon thalamus et à ce moment-là, toute l'activité du cortex s'effondre et je suis dans un syndrome parkinsonien avec la rigidité, et puis bon, il y a un petit tremblement en plus, mais une espèce de blocage, une akinésie caractéristique de ces syndromes. Et comme vous allez voir, on va s'apercevoir que ou bien on est dans un domaine qui produit du mouvement, les mouvements anormaux, et on a alors une hypotonie qui va avec, ou bien on est dans des syndromes où on a une raideur, enfin on a une akinésie, on n'a pas de mouvement, mais avec on a une hypertonie. C'est un peu logique, Quand le tonus monte, il n'y a plus de mouvement. Quand le tonus baisse, il y a plein de mouvements. Enfin, c'est pas une relation de cause à effet du tout, mais c'est qu'on a les deux en même temps. Quand il y a du mouvement, pas de tonus. Quand il y a blocage du mouvement, il y a une hypertonie en même temps. Voilà. Alors, là-dessus, il y a deux noyaux qui viennent contrôler tout ça. Le premier noyau, c'est la partie compacte du locus niger, et le deuxième noyau, c'est le noyau sous-thalamique. Alors, regardons maintenant comment ça fonctionne. Eh bien, c'est Delon, dans les années, une vingtaine d'années à peu près, qui a montré qu'il y avait en fait deux grandes voies principales. Bon, c'est plus compliqué maintenant, mais là c'est l'essentiel. Deux grandes voies qui contrôlent votre motricité à ce niveau-là. La première voie, on va l'appeler la voie directe. La voie directe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le cortex cérébral va exciter le néostriatum. Très bien. Excitation du néostriatum. À partir de là, qu'est-ce que j'excite? J'excite des neurones GABAergiques, c'est les neurones de projection qu'on a vus tout à l'heure, voilà. Et ces neurones GABAergiques sont excités. Ils se projettent sur quoi? Ils se projettent sur le pallidum interne. Donc ici, quand la voie directe est mise en jeu, je suis en train d'inhiber le pallidum interne. Je le bloque. Bon. Si vous regardez le pallidum interne, qu'est-ce qu'il fait normalement tout seul? Flèche rouge, on le voit très bien, flèche rouge. Le pallidum interne, normalement, il doit inhiber le thalamus. Voilà, ça c'est le rôle du pallidum. Il inhibe le thalamus. Mais lorsque la voie directe fonctionne, la voie directe, elle va inhiber le pallidum. Donc, elle va inhiber cette projection-là, inhiber la projection pallidothalamique, et donc le thalamus, le tonus thalamo-cortical qui est là-haut, ce tonus thalamo-cortical, ici, il est renforcé. Il est renforcé. Vous voyez? Puisque là, on n'a plus d'inhibition du thalamus, ou moins d'inhibition du thalamus, par le pallidum, parce que le pallidum, il est bloqué par le noyau codé. D'accord? Ça, c'est la voie directe. La voie directe va freiner le pallidum interne. Et donc, ça libère le thalamus. Ça le libère du joug du pallidum interne, qui normalement est un inhibiteur. D'accord? Inhibition de l'inhibition, c'est-à-dire une désinhibition. D'accord? C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, une voie directe qui, in fine, va permettre de renforcer ici l'activité thalamo-corticale. Et donc là-haut, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Il y a les aires corticales motrices, les aires corticales prémotrices, la planification, le renforcement des schémas moteurs, etc. Toute la planification motrice. Donc, vous voyez que si jamais ça se libère de trop, ça peut éventuellement générer du mouvement anormal. Et c'est ce qui va se passer dans le balisme ou dans la chorée. Ça, c'était la voie directe. J'arrive alors à la voie indirecte. La voie indirecte, elle est plus compliquée parce qu'il y a des noyaux intermédiaires. Donc, on va l'étudier. J'efface tout ça et je passe à la voie indirecte.
Cette voie indirecte, elle commence bien sûr toujours par le cortex qui envoie des informations au néostriatum. Alors tout ça c'est très organisé, hein. Telle région du lobe frontal, sur telle partie du noyau codé, sur la tête, sur le corps, etc. Enfin, c'est très organisé. On excite. On excite quoi? On excite des neurones GABAergiques de projection du néostriatum comme d'habitude. Ces neurones de projection, au lieu d'aller sur le système de sortie, le pallidum interne, il va d'abord sur, comme on voit ici, le pallidum externe, GPE. Et il va inhiber le pallidum externe. Donc voilà, ici, ces neurones de projection du putamen qui viennent inhiber le pallidum externe. Alors, pallidum externe, on connaît, c'est du striatum, hein, du paléo, c'est vrai, mais c'est du striatum quand même. Or, vous savez que dans le striatum, il y a des neurones GABAergiques. Alors là, malheureusement, le pauvre neurone GABAergique, lui, il peut plus beaucoup faire son action parce qu'il est inhibé par celui d'avant. Donc ici, on a bloqué le pallidum externe et donc on baisse l'inhibition du noyau sous-thalamique. Normalement, il est inhibé. Mais là, on a baissé l'inhibition du noyau sous-thalamique. Alors quand je baisse une inhibition, j'arrête une inhibition, c'est une désinhibition évidemment. Hein. Alors mon noyau sous-thalamique, il est tranquille, il peut agir. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure sur le noyau sous-thalamique? On a vu que le noyau sous-thalamique, il était glutamaergique. Le noyau sous-thalamique, donc lui, il peut agir. Alors il y va, hein, il n'est pas inhibé, enfin moins inhibé, il y va, plus, voilà. Et donc il va exciter plus fortement le pallidum interne. Mais en excitant le pallidum interne, ce pallidum, lui, son rôle d'habitude, c'est du paléostriatum. Donc, il contient des neurones GABA, et les neurones GABA du pallidum, c'est de verrouiller le thalamus, inhiber le thalamus. Quand mon noyau sous-thalamique se met à fonctionner très fortement, noyau sous-thalamique, qu'est-ce que je fais? Je bloque, pas du tout. Au lieu de bloquer, au contraire, je renforce. Donc là, je renforce l'inhibition du thalamus, parce que tous les neurones GABAergiques sont mobilisés et vont inhiber fortement le thalamus. Alors là, évidemment, le thalamus, le pauvre, il est bien bloqué, et alors le tonus thalamo-cortical, il chute. Diminution du tonus thalamo-cortical. Mais à ce petit jeu, on y perd, parce que si jamais c'est pathologique et qu'on inhibe très fortement le thalamus, eh bien on a une akinésie, et on se retrouve complètement bloqué. C'est une akinésie. On ne bouge plus. Hein, et c'est ce qui se passe dans le syndrome parkinsonien, on va le voir tout à l'heure, où l'akinésie est au premier plan. Bon, il y a un tremblement en plus qui, malheureusement, n'est pas expliqué par ces schémas. Voilà. Alors maintenant, vous me direz, ok, je viens de voir deux voies. La voie directe, donc j'ai mis le pointillé vert, bleu-vert, enfin vert, qui dit, ça c'est excitateur, enfin excitateur. La voie directe, elle a tendance à renforcer le tonus thalamo-cortical. Et puis, je viens de décrire la grande voie, les pointillés rouges, la grande voie indirecte, celle qui passe par le pallidum externe, qui, in fine, a tendance à réduire le tonus thalamo-cortical. Voilà. Voilà l'état des choses. Et l'équilibre des deux est géré aussi par le locus niger. Alors on va voir comment. Que fait le locus niger dans ce système? Du moins la dopamine. Et donc dopamine que vous allez donner à vos patients parkinsoniens, du moins le précurseur de la dopamine, parce que la dopamine ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, et donc vous êtes totalement inefficace avec la dopamine, il faut donner de la L-dopa qui passe la barrière, qui se transforme ensuite en dopamine et qui peut donc agir sur la cible. Le locus niger, eh bien, va avoir deux actions par la dopamine. Regardez, tout dépend des récepteurs dopaminergiques cibles. Alors vous savez qu'il y a des récepteurs D0, D1, D2, etc. Enfin, vous allez le voir en pharmaco, probablement. Hein. Donc, il y a plusieurs types de récepteurs dopaminergiques. Alors, voilà les deux cibles en fonction des récepteurs. Premièrement, le système du locus niger
excite la voie directe, à cause des récepteurs qu'il a pour cible, excite la voie directe, et, vous l'avez deviné, inhibe la voie indirecte. Inhibe la voie indirecte. Voilà. Alors, si vous réfléchissez, vous dites, ben en fait, ces deux actions vont exactement dans le même sens. Exciter la voie directe, qu'est-ce que ça veut dire? Exciter la voie directe, ça veut dire que je renforce la voie directe, c'est on augmente le tonus thalamo-cortical, on renforce le mouvement, hein, on renforce l'activité du cortex. Donc si j'excite la voie directe, je suis en quelque sorte excitateur, hein, je renforce encore plus l'activité thalamo-corticale. C'est le rôle de la voie directe. Voilà. Si vous regardez la voie indirecte, vous vous rappelez, la voie indirecte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le contraire, elle inhibe. Flèche rouge pointillée, c'est le bilan global. Elle inhibe le tonus thalamo-cortical. Hein, elle va dans le sens de la kinésie. Mais le locus niger, quand il marche, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il inhibe cette voie indirecte. Il bloque une voie qui va dans le sens de la diminution. Donc bloquer la diminution, hein, c'est aller dans le sens d'une amélioration. Hein, donc d'une désinhibition en quelque sorte. Voilà. Donc que ce soit dans un sens sur la voie directe ou sur la voie indirecte, on va toujours dans le sens du renforcement de l'activité thalamo-corticale. On renforce l'action du thalamus. Et là, on vient de toucher du doigt exactement la base, la corrélation, hein, donc la base physiopathologique de la maladie de Parkinson ou des syndromes parkinsoniens liés à l'atteinte ici de ce locus niger, partie compacte. Alors je pense que dans la diapo suivante, voilà, la maladie de Parkinson, donc atteinte du locus niger, chute de la dopamine. Il y a trop d'acétylcholine en comparaison, hein, par rapport à la chute de la dopamine. Tremblement, kinésie, orthonie, tout ça, vous allez l'apprendre par cœur, vous le saurez, la sémio, tout, vous connaîtrez tout ça par cœur. Il n'y a pas de problème. Et voilà la lésion. La lésion, locus niger, complètement, mais quand vous avez un cerveau de parkinsonien, vous le regardez, le locus niger, il n'y en a plus. Il est dépigmenté. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la dopamine, est localisée dans les mêmes neurones de la neuromélanine. C'est un pigment. Et donc on les voit, les neurones. On les voit très bien, même à l'œil nu. Hein, quand on coupe un cerveau, on voit le locus niger. Voilà, à cause de la neuromélanine qui est colocalisée. Donc ici, j'ai lésé disparition du locus niger. Donc, vous voyez, je n'excite pas beaucoup la voie directe. Il y a moins d'inhibition du pallidum interne. Donc le pallidum, il peut faire son action tranquillement. Et l'action du pallidum, c'est justement d'inhiber le thalamus. Et ben voilà. Et le pauvre thalamus, il fonctionne plus. Chute du tonus thalamo-cortical. Mais comme ce locus niger, normalement, il bloque la voie indirecte, mais là, il ne le bloque pas. Il bloque pas. Donc, cette inhibition qui est là, elle peut y aller, elle inhibe à fond. Hein, donc, on y va. Très forte inhibition. Qu'est-ce que ça fait? Ça bloque le pallidum. Si le pallidum il est bloqué, ça libère le noyau sous-thalamique. Alors lui, il y va, il marche bien. Ça libère le noyau sous-thalamique, puisqu'il n'est plus sous l'inhibition, il est désinhibé. Hein, et donc, ça excite très fortement le pallidum interne. Et ben, ça revient au même. Hein, ça renforce l'action du pallidum aussi. Alors le pauvre pallidum, le pauvre thalamus, il est encore sous une pression encore plus forte, inhibitrice. Et qu'est-ce que ça donne à la fin? Un sujet akinétique. Parce qu'il y a tout le thalamus ne renvoie pas l'information au cortex, hein, il y a une chute de ce tonus thalamo-cortical. Voilà. Akinésie, donc, dans cette maladie. Or, c'est vrai que maintenant, on peut stimuler le noyau sous-thalamique avec des électrodes. Alors on met 2 électrodes, le stimulateur sous la peau, hein, on met en route et clac, le malade se lève. C'est extraordinaire. C'est vraiment incroyable. Hein. Quand on voit les vidéos, c'est assez phénoménal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on bloque l'action avec la stimulation électrique. On stimule, mais on n'excite pas, on bloque. L'idée, c'est de bloquer cette grosse excitation.
si on bloque la grosse excitation, il y aura beaucoup moins d'inhibition derrière. Bon, bah ça y est, c'est bon, la kinésie, elle va disparaître. Vous voyez, c'est un facteur pour éviter la kinésie, pour éviter le blocage du thalamus. Voilà. Voilà pourquoi on utilise ces paramètres de stimulation qui bloquent le noyau sous-thalamique. D'accord ? Maintenant, si vous faites un accident dans le diencéphale, petit accident vasculaire, et clac, le noyau sous-thalamique est lésé, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Votre noyau sous-thalamique n'excite plus le pallidum. Bon. Alors, normalement, le pallidum, il doit bloquer le thalamus. Si le thalamus n'est pas bloqué, lui, il agit tout seul. Et puis là, il donne des mouvements. Hein, il favorise l'activité corticale. Donc, s'il y a une lésion du thalamus, il y a moins d'activité du pallidum. Moins d'activité du pallidum. Et donc, moins d'inhibition du thalamus. Alors là, le thalamus, du coup, en plus qu'il y a la voie directe qui est en plein dessus, qui l'excite, donc le pauvre thalamus, il donne des bouffées d'excitation sur le cortex, et c'est les mouvements anormaux, les mouvements baliques, à ce moment, qui apparaissent, hein, les grands mouvements qui prédominent aux racines, et qui sont incessants. Ça, c'est le balisme. En général, vous n'avez pas un bibalisme, c'est un hémibalisme en général, la moitié. Hein, ça dépend, c'est le noyau droit, noyau gauche, controlatéral. Voilà. Alors, vous avez les chorées aussi. On parle beaucoup de la chorée de Huntington, qui est une maladie génétique. Hein, on le sait, c'est dramatique, une chorée. Hein, parce que, comme ça commence vers, bon, pas très vieux quand même, vers la cinquantaine, par là, on peut avoir les premiers symptômes. Eh bien, et qu'on sait qu'on a une chance sur deux, les enfants ont une chance sur deux d'avoir la même chose, parce que c'est dominant, vous voyez un peu les dilemmes que ça pose. Et en fait, ça entraîne, une démence, avec le pronostic vital qui est en jeu, parce que c'est des gens qui vont dépérir complètement déments, et en plus des mouvements choréiques, des mouvements anormaux, qui sont liés à l'atteinte essentiellement du noyau codé, néostriatum. Voilà. Donc, là, comment ça se passe ici ? Atteinte de la voie indirecte. Alors, même topo, puisque j'ai une atteinte ici de la voie indirecte, le pallidum externe, lui, peut agir. Son action, c'est inhiber le noyau sous-thalamique. Grosse flèche rouge qui descend, je bloque le noyau sous-thalamique. En quelque sorte, je fais exactement ce qu'on fait nous avec des électrodes intracérébrales dans la maladie de Parkinson. On bloque le noyau sous-thalamique. Donc, ce noyau sous-thalamique, ici, ne va plus agir, laissant le pallidum interne faiblement excité, je dirais même inhibé par l'autre voie, la voie directe. Donc, il y a une chute d'activité du pallidum interne. Chute d'activité du pallidum interne. Alors, ça va laisser le thalamus complètement désinhibé, et le thalamus va pouvoir donner ces volées d'excitation thalamo-corticale, hein, et ces mouvements anormaux qui sont générés, qui sont les mouvements choréiques. Quand on fait une coupe de cerveau en anapathe d'un patient qui a une chorée de Huntington, on voit à côté du ventricule, le noyau codé complètement atrophique. C'est extrêmement caractéristique, souvent avec un ventricule du coup qui est un petit peu dilaté à cause de cette atrophie. Voilà. Voilà les exemples, ces corrélations anatomocliniques extrêmement importantes et qui vous font comprendre une partie au moins des symptômes de ces différentes maladies. Eh bien, on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Si. Et faudra reprendre vos esprits pour quand mercredi, parce que là aussi c'est assez lourd, hein, on aura tous les systèmes sensoriels, sensibilité, vision, audition, c'est assez dense aussi. Merci pour votre attention.